Je suis un jeune révolté par la situation sociale, par la situation économique, par la situation que vit la majorité des jeunes de ma génération. Je porte donc le combat de toute une génération marginalisée, oubliée et victime de plusieurs injustices sociales. Je suis actuellement avocat de profession depuis une dizaine d'années, responsable du cabinet d'avocats MKM Lofim, mandataire en mines et carrières, secrétaire exécutif du corps des mandataires en mines et carrières de la RDC, chef de travaux à la faculté de droit de l'Université protestante au Congo, UPC. Je suis détenteur d'un master en droit de l'Université de Liège et en dernière année de thèse à Atlantic International University. Sur le plan politique, je préside le regroupement politique dynamique progressiste révolutionnaire DIPRO. Je suis en même temps initiateur du parti politique Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo, NOGEC. Je suis né un certain 24 avril 1988 à Luputa, dans le territoire de Luilou, actuelle province de Lomami. 4 ans plus tard, je vais, avec les parents, me retrouver dans l'actuelle province de la Chopo, précisément à Kisangani. Mon école maternelle, je l'ai faite à Omfeyen, pour ceux qui connaissent Kisangani. C'est une des grandes écoles de là. Ensuite, je suis passé par Unikis avant d'être inscrit au collège Maélé, jadis appelé collège Sacré-Cœur, où j'ai été encadré par des prêtres du Sacré-Cœur, dont le père Zénon Sendekemuzo, à qui je rends un vibrant hommage. Lorsque je suis arrivé à Kisangani avec les parents, il faut dire que mon père venait de perdre son boulot à la cotonnière. Il avait été engagé comme cadre. Vous savez, avec les différents pillages des années 1990, beaucoup des Blancs avaient plié bagages et beaucoup de sociétés avaient fermé. Nous allons nous retrouver par terre. J'ai vécu une enfance particulièrement difficile où il a fallu que ma mère aille vendre au marché central de Kisangani pour que nous ayons de quoi manger. Et donc, ce que je faisais, c'est que je devais, après le collège Maélé, passer au marché, prendre la nourriture auprès de ma mère, rentrer à la maison, préparer. Ou alors attendre qu'elle revienne du marché pour pouvoir nous préparer à manger. Et ce qui m'a poussé, il faut l'avouer, à travailler dur. D'abord, à me former. Vous convenez que les parents n'ont pas le temps. Ils doivent aller chercher de quoi vous vêtir, de quoi vous nourrir. Vous êtes obligé de vous auto-former vous-même. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de faire des devoirs, par exemple, avec mes parents. J'étais obligé, déjà très jeune, quand je rentrais à la maison, de m'exercer à faire mes devoirs tout seul. Déjà à partir de la première année primaire. Je ne sais donc pas ce que ça veut dire pour un enfant de rester sur la table avec un parent en train de faire un devoir. Je n'ai donc pas eu la chance d'avoir des répétiteurs. Et j'ai été obligé à un certain moment moi-même de développer l'entrepreneuriat. Juste pour trouver une autonomie et ne pas trop dépendre des parents qui traversaient déjà des moments assez difficiles. Arrivé à Kinshasa, dans des conditions aussi assez particulières, que ma première année à l'UPC, je ne savais pas le prix du transport, parce que je n'avais pas le moyen, parce que personne ne pouvait me donner l'argent de transport. Je ne savais pas le prix d'un syllabus, parce que je ne pouvais pas m'en procurer. Je me suis débrouillé. Malheureusement, cette année-là, on venait de fermer les homes de l'UPC. Je veux me renseigner, on me dit non, on a fermé les homes, c'est pas possible. Alors, j'ai dû me débrouiller dans un premier temps et trouver le lendemain. Donc, qu'est-ce que je faisais? Il y a un ami qui est venu me demander ma valise pour la garder chez lui, et puis j'ai dormi ailleurs, chez un autre ami qui avait juste un petit bicoque, et j'ai dû vivre dans ces conditions pendant quelques mois.
Je quittais Bandal, Sinkin, où j'étais pour UPC. Donc, je passais généralement par le camp Kokolo. Je n'avais des croyances qu'en mes études. Et donc, je m'exerçais à aller à l'université tous les jours et à ne pas ressortir toutes ces souffrances que j'éprouvais. Je crois que c'est ce qui m'a poussé à m'introvertir davantage, à beaucoup étudier, à donner le meilleur de moi et du coup à commencer à encadrer certains de mes condisciples et ce qui m'avait par moments donné la possibilité de jeter un coup d'œil à un syllabus d'un condisciple pour davantage comprendre le cours et réussir. Curieusement, je me distinguais encore toujours. Et je me suis fait remarquer à partir de cette année-là. Un jour, j'allais à l'UPC, j'avais interrogation. Je passe par les camps Kokolo comme d'habitude, je croise des militaires comme d'habitude, qui font la barrière, qui font payer des petites taxes qu'eux-mêmes ont inventées de passage. Ce jour-là, je n'avais même pas un franc dans ma poche. Et pendant ce temps, je dois passer mon examen. Les militaires vont refuser de me faire passer, m'obligeant absolument de donner de l'argent. Je les ai suppliés. Ils ont catégoriquement refusé. J'ai dit, je vais passer mon interrogation. S'il vous plaît, faites-moi passer. Je vais voir comment vous trouvez quelque chose même après, le lendemain ou quoi. Ils ont dit, niet, rentre d'où tu viens. Simplement parce que je n'avais rien à donner pour passer et aller à l'université. C'est les jours où j'avais dit que je devrais un jour gouverner cette République pour mettre fin, et définitivement fin, à cet état des choses, d'injustice sociale. Et c'est un oncle, et à son âme, qui a été très proche de moi, Vicky Aindou, à travers sa femme, qui va m'appeler. Je vais accepter d'aller vivre chez un oncle qui m'avait donné, cette fois-là, un toit familial, qui m'a certainement aidé à m'épanouir et à parachever mes études universitaires. Et aujourd'hui, c'est la grande famille que j'ai ici à Kinshasa. Dès ma première année à la faculté de droit, après avoir été découvert par des professeurs, dont le professeur Jacques Joly et Sengheken, c'est ce papa qui m'a beaucoup encadré, qui a orienté mes premiers pas dans la vie académique. Je nourris l'ambition de devenir président d'étudiants. Et là, on m'appelle Lumumba à l'UPC parce que, depuis Kisangani, on m'appelle Lumumba à l'âge de 16 ans. Parce que simplement, une fois, alors que j'avais l'habitude de lire mes ouvrages en dessous d'un arbre qui était dans la parcelle à Kisangani, je vais me convaincre que je serai le deuxième Lumumba. Je vois ça comme par vision. Parce que n'oubliez pas que Lumumba est passé aussi par Kisangani. Lumumba, avant d'arriver à Kisangani, est passé par le Maniema. Et je vois comme dans un rêve, comme dans une vision, que tu vas faire exactement le parcours de Lumumba. Et on me montre, en ce moment-là, qu'il est devenu Premier ministre à 35 ans, à la suite des élections législatives auxquelles il avait pris part. J'ai 16 ans. Et dans cette vision, on me dit désormais, il ne faut plus te faire araser. Tu dois désormais incarner la lutte de Lumumba. Et c'est ces jours-là que tout avait changé dans ma vie. J'étais un jeune, d'abord scout. Ensuite,
Instrumentiste, j'adorais jouer au synthétiseur. J'adorais jouer à la guitare à l'église. J'ai donc prié à l'église Bethel à Kisangani de l'ECC 5e CELPA et ensuite AOG à Kisangani. Pour ceux qui connaissent Kisangani, ils savent bien ces grandes églises-là. Et je vais tout arrêter ces jours-là et me concentrer à lire l'histoire de Patrice Emery Lumumba. Et c'est ce jour où je me mets à me forger, à me construire le caractère de révolutionnaire. Arriver à l'UPC, c'est la même chose. Et tout le monde pensait que j'étais le fils ou petit-fils de Lumumba. Lumumba, Lumumba, Lumumba. Et donc, j'ai développé la rhétorique de Lumumba. J'ai développé la pensée de Lumumba. J'étais devenu un petit révolutionnaire. Alors, j'ai un droit déjà. On pouvait les percevoir. En 3e année, je suis lauréat de ma promotion. Il n'y a que 2 distinctions ces jours-là. Il y a confération des grades académiques dans la cathédrale comme à l'accoutumée. Je n'ai même pas un franc pour m'acheter l'uniforme comme les autres. Obligé donc de porter, comme d'habitude, ma chemise blanche, mon pantalon noir et j'ai enfilé. Et après cet état des choses, je suis donc obligé, l'année qui suit, de me présenter à la présidence des étudiants. Voilà comment je vais me retrouver candidat président des étudiants. Et à la suite de ces débats contradictoires, tous les étudiants ont dit l'homme qu'il faut. J'ai un groupe d'amis, étudiants de ma promotion, qui viendront me dire, tu es un gars intelligent, mais on sent que tu n'as pas d'argent. Nous, on va t'amener chez quelqu'un qui va te donner un peu d'argent. Je dis qui? Ils vont m'amener chez Richard Mouyège, Manguez-Mans, qui me reçoit à l'époque, qui me laisse parler et qui se convainc tout de suite de mon avenir. Et c'est lui qui va mobiliser pour la première fois une enveloppe qui va m'aider à battre campagne. En dehors de lui, il y a quelqu'un d'autre qui me découvrira. C'est l'honorable Francis Kalumba. Voilà les personnes clés qui vont m'aider à atteindre une ambition. Et voilà comment je me retrouve président des étudiants de l'UPC. Et je suis un croyant. Je n'ai pas des préférences particulières. Partout où on prie Jésus-Christ, je me retrouve. J'ai compris que dans la vie d'un homme, le destin joue un rôle important. Il ne sert à rien de s'accrocher à quelque chose. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui a été écrit est écrit, quelles que soient les difficultés que tu peux éprouver. Lorsque je me réalise qu'il y a de cela une quinzaine d'années, que j'avais vu une vision, qu'à 35 ans, je deviendrai candidat président de la République et que les circonstances font que je le devienne, que je le sois, et déjà bien avant de me retrouver dans la cour du président Kabila, alors que rien ne me prédestinait à cela, je me dis qu'il y a certainement une force surnaturelle qui agit et que je suis simplement en train d'aller au rendez-vous d'un grand destin que j'ignore encore. Bien en effet, la même année, je serai élu premier vice-président de tous les étudiants du Congo qui sont représentés au sein de la structure appelée REC. J'ai fini mes études à l'UPC avec mention distinction, une fois de plus. Je suis révolté par le déchirement de la société, où vous avez d'une part les enfants d'eux, qui sont le seul à être recommandés au sein des entreprises publiques, et les enfants de pauvres, qui n'ont qu'une autre perspective, même lorsque tu as étudié.
Alors je me décide de faire carrément l'armée. Malheureusement, l'aventure ne va pas traîner. Parce que la première fois où on est programmé pour être déployé, les voyages ratent. La deuxième fois, les voyages ratent. La troisième fois, j'ai dit, ce n'est pas ça la voie. Un esprit m'a dit, il faut te tirer de là. Je vais me retirer, donc de l'armée, de cette formation militaire, pour rencontrer un aîné, Maître Kaïcha. Celui-ci qui me dit, Constant, j'ouvre mon cabinet d'avocat, viens, on va travailler ensemble. Mais écoute, je n'ai aucun dossier, je n'ai aucune affaire. Nous n'allons travailler qu'à deux, toi tu feras les secrétariats et puis moi j'irai plaider et tu vas m'assister. Et c'est ce que je faisais. Et pendant ce temps, il y a un ami qui devait m'appeler pour me brancher à la BCDC. Je lui dis, je ne me vois pas travailler chez les privés. Je dois devenir politique. Je dois changer les choses dans ce pays. Si j'entre dans une banque, je vais bloquer ma vision. Et voilà que quelques mois à peine plus tard, j'apprendrai que Bamanissa, une de mes vieilles connaissances de Kisangani, postule au gouvernorat. Une nouvelle. Et c'est le professeur Julie qui m'en parle, comme par hasard. Immédiatement après notre entretien, je l'appelle. Je dis, Moukouboua, vous avez mon soutien. Il faut que les choses changent à Kisangani. Parce que la Kisangani, comme vous le savez, c'est ma ville. Il me fera appel pour travailler à ses côtés comme l'un de ses collaborateurs, mais en charge des questions d'investissement. Mais pendant ce temps, je garde toujours à l'esprit que le problème fondamental du pays réside dans la caste sociale. On pense la révolution avec un ami. Nous devons créer à cet effet un mouvement citoyen qui va pousser le peuple à se rebeller contre les injustices sociales, à se révolter, mais à travers de sifflets. On va intituler ces mouvements Filimbi. On dit, ok, nous appellerons ça Filimbi. Ça doit avoir, bien sûr, une dénomination authentiquement congolaise ou congolaise. Filimbi. Filimbi, on va faire le logo, tout ça, à Bandal, et nous allons nous mettre à tenir nos premières réunions. Malheureusement, quelques temps plus tard, Ben, qui avait quelques contacts avec ses amis aux États-Unis, va partir pour les États-Unis. On coupe contact, et moi aussi, pendant ce temps, je suis avec Bamanissa. Bon, on oublie cette aventure. Filimbi va être récupéré par le groupe de Anzulungu. Ça a été récupéré. Parce que ça a été notre initiative à Bandal. C'était dans le quartier Adoula. Et pendant ce temps, je viens de créer Nojek avec un groupe d'amis anciens de l'UPC et de l'UPN. Mais là encore, quand nous lançons Nojek, la première personne que je vois, c'est toujours le professeur Julie. Je mobilise les amis, nous allons vers lui pour lui présenter le projet. Et le premier financement que nous avons reçu dans Nojek venait du professeur Julie. Et ensuite, nous répartirons chez le ministre Richard Mouyège. Cette fois-ci, il devient ministre de l'Intérieur. Il va nous recevoir, lui aussi va nous encourager. Le grand frère d'une grande amie, Nadège Kimpioka. Nous étions alors à la maison. Il va dire, Constant, tu agis comme un crocodile. Tu surprends toujours le monde. On ne te donne jamais la chance au début. Mais à la fin, on finit par être surpris par les résultats. Et tu es très résistant. Tu ne fais jamais beaucoup de bruit au départ. En fait, tu agis comme un crocodile. Tu n'agites jamais les eaux lorsque tu te prépares à réaliser un grand exploit. Et c'est depuis lors que ils ont commencé à m'appeler crocodile. Je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. C'était une observation juste. Parce qu'au vu de mon passé, personne ne me donne généralement la chance. Je finis toujours par surprendre. C'est comme maintenant.
Personne ne me donne la chance en tant que candidat président de la République. Mais croyez-moi, les gens seront surpris. Parce que je travaille à fond. Et en dehors de caméra, et je travaille sérieusement, en dehors de tout bruit des médias. Et croyez-moi, autant ils ont été surpris hier, autant ils seront surpris de me voir à la magistrature suprême. Donc je suis résistant, je suis patient. J'accorde beaucoup d'importance au temps. Je suis très discret et réservé jusqu'à atteindre un objectif. Et tout ceci fait que je me caractérise réellement comme le crocodile. Les trahisons, j'en ai connu. Lorsque j'ai soutenu le Premier ministre en 2017, sur la base des accords politiques que nous avions signés au préalable, qui me réservaient un portefeuille ministériel, et qu'alors il ne me réservera aucun poste, même pas des chargés d'études au sein de son cabinet et ailleurs. Trahison, c'est celle d'un ami et frère. Cet ami va accepter de me trahir, d'entrer dans mon bureau, de les détruire, de prendre tous mes matériels qui étaient dedans, en complicité avec certains, des amis d'enfance aussi. La plus grande trahison, il faut dire que ce sont les aînés du FCC. J'ai tout donné à cette famille politique. J'ai donné toute mon énergie, toute ma jeunesse. J'ai accepté de porter le bilan des 18 ans de gestion à laquelle je n'ai jamais pris part. J'accepte d'entrer dans cette famille politique-là en 2018, mais ils se sont organisés pour me priver d'abord d'un siège moi-même. Je suis élu sénateur avec mes propres moyens. On va encore m'égommer de la liste. Ça, c'était la plus grande trahison qui va se matérialiser lorsque le président Kabila enverra mon nom auprès du président Tshisekedi. Pourquoi on me nomma comme à la direction générale de la Poste. Nous sommes en 2021. Ce sont les mêmes qui s'organisent autour de l'entourage du président de la République pour faire bloquer mon ordonnance. En disant que, à l'époque, j'avais insulté le président Tshisekedi pendant la campagne électorale. Et c'était une trahison de trop qui m'a beaucoup révolté et poussé d'ailleurs à quitter la famille politique plus tard. Le meilleur moment de ma vie et l'acte qui m'a le plus marqué, et jusqu'à aujourd'hui, c'est une femme qui me voit en train de chercher comment accéder à la bibliothèque. Parce que ma plus grande distraction était la bibliothèque. J'aimais beaucoup lire, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais cette fois-là, je n'avais pas d'argent pour payer l'abonnement à la bibliothèque. Elle est venue vers moi et a dit, paye ton abonnement. Tu as de l'avenir. Et ce qui m'avait permis de finir la rédaction de mon TFC en 3e année de radio. Un deuxième acte qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est ma nomination à la SCTP comme membre du conseil d'administration. Mais je rencontrerai un homme que je ne connaissais pas. C'est le professeur Némi Mulani. C'est l'un des plus grands actes de ma vie. Parce que c'était venu à un moment M de ma vie. Et ce qui a fait que plus tard, lorsqu'il me rappelle pour travailler au sein du FCC, je n'hésiterai pas. Si nous voulons sortir ce pays de cette situation de précarité, de déliquescence, il faut toucher les taureaux par ses cornes. Il faut rompre avec les inégalités sociales
Il faut rompre avec les mêmes noms qui ont géré ce pays depuis 60. En fait, ce sont les mêmes visages qui reviennent dans la gestion des choses publiques. Mais avec quel résultat? Ils perpétuent les mêmes projets, les mêmes idées. C'est pourquoi nous voulons rompre avec tout ceci, donner la possibilité aux Congolais d'impulser une nouvelle dynamique de gouvernance publique. Et ceci à nos risques et périls. Il faut dire, d'abord, je tire ma lutte de Patrice Emery Lumumba. J'ai beaucoup étudié Fidel Castro, Che Guevara, les Thomas Sankara, qui sont aussi de la même école. J'étais à Cuba plus d'une fois pour des formations idéologiques révolutionnaires. Comment impulser une révolution? Comment lutter contre les néocolonialismes? Comment lutter contre l'impérialisme? Comment les Congolais doivent compter sur eux-mêmes pour développer leur pays et non sur l'étranger? Parce que disait Patrice Emery Lumumba, le développement du Congo ne partira ni de l'Orient ni de l'Occident, ni de Washington, ni de Paris, encore moins de Bruxelles. L'histoire du Congo, l'histoire glorieuse du Congo, devra être écrite ici à Kinshasa, ici au Congo et par les Congolais. Vous savez, après notre départ du FCC, il nous fallait tracer une nouvelle voie. Les autres ont opté pour la stratégie de la résistance ou du boycott. Et en face de l'Union sacrée, vous avez les mêmes visages, vieux visages, qui ont construit une opposition autour de la radicalité. Ce qui contraste avec le besoin du peuple congolais. Nous nous sommes dit, nous construirons une troisième voie qui ne sera ni de la radicalité, du bloc radical, ni du bloc de la résistance, encore moins de la majorité au pouvoir. Et c'est cette voie en laquelle la jeunesse dans laquelle nous nous trouvons se retrouvera. C'est l'opposition républicaine. Une opposition constructive. Nous l'avons construite non pas autour du contre, mais autour du pour faire émerger des nouveaux visages. Le projet de société de l'actuelle majorité au pouvoir n'engage qu'elle. Nous proposons une autre offre politique. Et c'est au peuple congolais de nous départager. Là où nous considérons qu'il y a eu des prouesses qui ont été réalisées par la majorité actuelle, nous encourageons. Et là où nous estimons qu'elle a failli, nous condamnons. Nous avons donc développé des concepts comme rupture. Nous n'avons pas besoin de dire que le pouvoir en place ne rétablit pas la paix à l'est du pays. Nous apportons des solutions. Nous disons qu'une fois au pouvoir, nous n'allons pas dénoncer la stratégie défaillante de l'actuelle majorité dans la lutte contre la corruption, les détournements. Nous mettrons en place un parquet économique et financier spécial qui aura pour mission de tracer l'origine de chaque acquisition mobilière et immobilière des gouvernants. Et nous interdirons des acquisitions mobilières et immobilières au cours d'un mandat électif ou nominatif. Et après, nous suivrons tout celui qui aura acquis des biens pendant sa gestion, ces biens feront l'objet de la confiscation, retourneront dans le patrimoine de l'État et si ce sont des immeubles, nous allons les transformer en logements sociaux. Mais puisque vous parlez de l'âge, Joseph Kabila Kabange avait quel âge quand il a pris les rênes de ce pays? Il n'avait que 29 ans. C'est notre contemporain, mais il est encore en vie. Et il a géré pendant 18 ans cette République. Patrice Emery Lumumba, que nous célébrons tous comme héros national, avec quel âge? Que 35 ans. Il avait mon âge. C'est rare
de s'inscrire dans l'histoire à 50 ans. Parce qu'on n'a plus rien à prouver. Tous ceux qui sont devenus grands que nous célébrons aujourd'hui, que ce soit dans le domaine scientifique, politique et bien d'autres, le sont devenus à notre âge, à la trentaine d'années. Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, est resté immortel à 33 ans. C'est l'âge où tout homme qui se découvre donne les meilleurs de lui et fait des prouesses extraordinaires. La réussite est la somme des échecs. Je suis aujourd'hui la somme de plusieurs déceptions, de plusieurs échecs, de plusieurs déboires, de plusieurs trahisons. Je postule à la présidentielle avec les contributions de nos différents militants et cadres, où effectivement, rien n'est donné au départ. Et croyez-moi, par la détermination, par le travail, par l'engagement, nous allons certainement surprendre tous nos adversaires. Parce que la majeure partie de notre population est constituée des jeunes de ma génération. Jeunes qui ont vécu les mêmes difficultés que moi. Les jeunes qui ont vécu dans les mêmes conditions que moi. Ces jeunes qui n'ont jamais connu des bourses d'études. Ces jeunes qui n'ont jamais connu les transports académiques, les transports scolaires. Ces jeunes qui n'ont jamais bénéficié des soins de santé gratuits. Ces jeunes qui n'ont jamais bénéficié des aides sociales. Voilà la catégorie de la population à laquelle j'appartiens. Je suis donc ces jeunes qui est né au Congo dans des conditions difficiles, qui a vécu au Congo dans des conditions difficiles, qui a étudié au Congo dans des conditions assez difficiles, qui connaît les réalités du Congo et qui va certainement, une fois élu président de la République, toucher les nœuds du problème pour bouleverser les cours politiques des choses dans ce pays. C'est donc un grand rendez-vous avec l'histoire. Pour que Moïse puisse libérer le peuple d'Israël de l'emprise égyptienne, mais il a fallu qu'il grandisse dans la cour pharaonique. Il a été ramassé de la rivière pour être élevé dans la cour parce qu'il avait une mission prophétique. Mais c'est le cas avec moi. Ramassé de nulle part, un jeune homme de Kisangani, jusqu'à la cour du président Joseph Kabila. Et pendant un certain nombre d'années, pensez-vous que ce soit un hasard? Alors qu'il y avait des milliers de jeunes, parfois plus âgés que moi, plus intelligents que moi, plus nantis que moi, fils d'eux. Mais pourquoi le président Kabila avait-il accepté que ce soit les fils d'un ouvrier, ramassés de nulle part, qui siègent à ses côtés? Et même le jour où il désigne son dauphin, parmi la dizaine de personnalités dans la salle à Jélem, c'est ces jeunes hommes que le président Kabila convie autour de la table. Pensez-vous que ce soit un hasard? Non, les jours où j'ai arpenté, je suis entré au palais de la nation pour la première fois, j'avais compris que j'avais un grand destin. Je savais qu'un jour, je reviendrai par ici, d'une manière ou d'une autre. Ma candidature est un message fort que je lance à la jeunesse congolaise, qu'il est possible d'être issu d'une famille modeste, de se battre dans la vie et de se retrouver dans la cour présidentielle. Pour dire à ceux des familles nanties qu'il ne faut jamais sous-estimer
les enfants, quelles que soient leurs origines. Il ne faut jamais se laisser faire, jamais se laisser vaincre par les obstacles, par les échecs. Oui, ça peut échouer, ça peut m'échouer. Mais croyez-moi que je n'abandonnerai pas. L'échec dans la vie, c'est d'abandonner. Il faut toujours tenir bon et être patient. Le mal de la jeunesse congolaise, c'est parfois l'impatience. On veut tout avoir aujourd'hui et maintenant. Pourtant, la réussite, généralement, s'inscrit dans le temps. Il faut croire à la force du temps. Il faut croire à la force de la patience, de la persévérance. Il faut suivre pour récolter.